Bonjour Léa Weinstein, vous êtes productrice de documentaires et de podcasts et on est ravis de vous accueillir 50 ans après l'adoption de la loi Veil pour permettre la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Il suffit d'écouter les femmes ». Il y a un film, on verra des images dans quelques instants. Ce sont surtout des témoignages de femmes de cette époque où l'avortement clandestin était la réalité entre 1950 et 1975. La réalité pour des femmes qui souhaitaient mettre fin à une grossesse, et ces témoignages-là sont absolument essentiels. Oui, bonjour. Ils sont essentiels à entendre, je pense, aujourd'hui particulièrement, parce qu'on est maintenant 50 ans après la loi. Et donc, moi, par exemple, j'ai grandi dans une génération où le fait que l'avortement soit sécurisé, par exemple, qu'il soit légal, était quelque chose d'acquis. Et donc, je pense que c'est essentiel d'entendre aujourd'hui ces femmes pour réaliser qu'avant cette loi Veil, l'avortement était bien clandestin, et pour comprendre ce que ça voulait dire concrètement pour ces femmes que d'avorter dans la clandestinité. Oui, regardez quelques images de ce documentaire. J'ai 16 ans. J'ai 29 ans. On avait 19 ans. On se voyait pas par an. Oh là là, quand je suis tombée enceinte, mon Dieu, quelle misère. Oh maman, qu'est-ce qu'elle a respecté. Elle m'a traité de salope. Je pouvais pas envisager l'avenir avec une autre grossesse. J'étais déterminée. Je ne voulais pas un autre enfant. Je peux pas. Comment je vais faire? J'étais prête à tout. L'avortement, c'était interdit. La première fois, c'était avec une faiseuse d'ange, comme on disait. Tout ça se passait évidemment dans le secret. Je me souviens pas du tout du visage de cette femme. J'ai ressenti une douleur. Je me suis dit, c'est ça la douleur quand on est à la chair à vif. Une horreur, comme on peut pas imaginer. J'avais l'impression que tout mon sang allait sortir. J'ai vu ce qu'il faut pas voir. À l'hôpital, ils m'ont fait un curetage, mais pas trop endormi. Il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. J'ai encore cette odeur d'infection dans les narines. On était persuadés que je ne survivrais pas. Les enfants sont chez la gardienne. Je veux pas mourir sans les... Ça a été un choc de voir ces femmes entre la vie et la mort. Beaucoup sont mortes. Beaucoup. J'ai été condamnée à 1 mois avec sursis. Il y a eu un avant et un après. Je suis devenue vraiment maître de ma vie. C'est important que ça se sache quand même. Pourquoi je veux témoigner? C'est pour que mes petites filles ne connaissent jamais ça. C'est exceptionnel d'entendre ces témoignages, Léa. Oui, parce qu'on voit à la fois leur douleur, y compris la douleur physique. Et puis on voit, moi, ce qui me frappe chaque fois, c'est leur détermination, en fait. C'est-à-dire qu'elles savent qu'elles risquent de mourir. Elles savent que souvent, elles n'ont aucune idée de comment elles vont s'y prendre, en fait. Comment trouver une adresse, qui va pouvoir pratiquer l'avortement, dans quelles conditions, pour quel prix. Mais elles le disent, j'étais prête à tout. C'est-à-dire qu'elles n'envisagent pas de pouvoir continuer leur vie avec cet enfant qu'elles ne peuvent pas accueillir, tout simplement. Donc il y a cette détermination qui leur donne une force, une liberté, une espèce d'impulsion comme ça qui va leur permettre de traverser les nombreuses étapes que le film, donc de Sonia Gonzalez, que je précise qu'on est plusieurs autrices à avoir travaillé sur ce projet. Donc le film le raconte, le livre qui est le mien le raconte aussi d'une autre façon, avec d'autres histoires, mais raconte ensuite les nombreuses étapes que représentait un avortement clandestin qui était en fait assez longue. Et donc, quand elle découvre la grossesse et qu'elle se décide à l'interrompre, ça n'est que le début de l'histoire. Oui, en fait. Oui, c'est un chemin de douleur, souvent, et on l'a entendu à l'instant dans ces témoignages. Il faut payer, parce que celles qui n'ont pas les moyens d'aller en Suisse doivent le faire ici, et dans des conditions, vous l'avez dit, sordides, souvent. Très souvent, oui. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'il faut trouver celle qu'on appelait la faiseuse d'ange. Donc d'ailleurs, dans un vocabulaire assez étrange, comme ça, un peu de conte ou de mythologie. Voilà. La faiseuse d'ange, c'était en fait très souvent une femme qui n'appartenait pas forcément au milieu médical
et qui pratiquait dans son appartement des avortements clandestins, vraiment avec les moyens du bord. De nombreux témoignages racontent les tables en formica, les tables de cuisine, les bruits d'instruments au fond des impasses, etc. Enfin, c'est tout un univers aussi de la clandestinité. Et d'abord, cette faiseuse d'anges, il fallait la trouver, en fait. Il fallait trouver l'adresse, comme elle disait. Donc, se renseigner. Souvent, le premier réflexe, c'est d'aller vers son médecin généraliste, mais le médecin généraliste ne les oriente pas forcément, ne les aide pas forcément. Pourquoi ? Parce que lui, il prend un risque aussi à ce moment-là, c'est interdit par la loi. Donc, très concrètement, même le médecin qui oriente une femme vers quelqu'un d'autre, sans parler de celui qui éventuellement pratique l'avortement, même eux, tous ces gens qui sont autour de la femme avortée, ils prennent des risques en fait. Oui, et alors les témoignages sont divers, mais il y a souvent cette douleur, et on a des témoignages extrêmement frappants qui sont dans ce livre et aussi dans le documentaire, de cet avortement qui se passe avec une aiguille, et ensuite la souffrance physique qui souvent s'ensuit avant la perte du fœtus, et les conséquences, y compris sur la culpabilisation de ces femmes, en leur disant « vous n'aurez plus d'enfants » quand elles sont obligées ensuite d'aller à l'hôpital. Oui, alors ça, c'est un point très important et très fort qui est ressorti de ces témoignages, et que apparemment même les historiennes qui travaillent sur l'avortement clandestin ignoraient ou sous-estimaient avant qu'on fasse cette collecte de témoignages. C'est en effet la façon dont les femmes ont été maltraitées par le corps médical, comme vous le disiez, donc mal reçues, souvent pas anesthésiées. Parce que quand elles arrivent en fait à l'hôpital, en général, elles ont d'abord eu cette faiseuse d'anges dont on parlait, donc qui, dans des conditions de clandestinité hors circuit médical, leur ont posé en général une sonde qui est censée ensuite, via des douleurs insupportables, comme vous faites très bien de le rappeler, qui est censée ensuite provoquer des contractions, des saignements. Et au moment où il y a des saignements, la femme se rend à l'hôpital et à ce moment-là, elle peut dire qu'elle fait une fausse couche. Donc il y a une espèce d'hypocrisie en fait de l'illégalité qui fait que à ce moment-là, l'hôpital est obligé d'accueillir la femme, n'a pas de moyen de savoir si c'est une fausse couche provoquée ou non, et donc reçoit les femmes. Sauf que les médecins ne sont pas dupes, ils savent très bien en réalité ce qui se passe, et donc parfois. Alors, pas tous, il y a évidemment des exceptions, et on a aussi aperçu un médecin qui s'appelle Olivier Bernard et qui, lui, a aidé beaucoup de femmes. Donc, il faut bien faire la part des choses. Mais malheureusement, dans une grande majorité de cas, les femmes témoignent d'un très mauvais traitement une fois qu'elles arrivent à l'hôpital, de médecins qui ne les anesthésient pas. On veut, on va dire clairement, on veut qu'elles souffrent. On veut qu'elles souffrent. Et qui leur disent, tu vas comprendre ce que tu as fait et tu vas pas revenir une deuxième fois. Des médecins qui ont tout à fait les possibilités matérielles d'anesthésier ces femmes, donc qui décident de les faire souffrir. Il y a aussi un témoignage, je pense là au témoignage de Christine qui se trouve dans le livre, qui m'a bouleversée personnellement et qui raconte qu'à l'hôpital, on lui laisse pendant plusieurs jours, donc les 2-3 jours que dure son hospitalisation, on lui laisse la même blouse avec des taches de sang. Et on ne lui change pas, malgré ses demandes, comme, encore une fois, comme pour la punir, en fait, pour vraiment lui faire vivre une forme d'humiliation, de honte, dont beaucoup de femmes témoignent dans la collecte. Oui, et ces témoignages sont très forts. On sent, après toutes ces années, que ça reste une cicatrice. Et on pense évidemment à toutes les femmes qui en sont mortes, qui ne peuvent plus témoigner aujourd'hui de ces conditions déplorables. Oui, et puis on pense à ces femmes qui sont mortes et dont on ne connaîtra jamais vraiment le nombre, parce que la clandestinité, l'illégalité, c'est aussi ça. C'est-à-dire que ce sont des zones d'ombre
À partir du moment où vous n'êtes plus protégé par la loi, vous n'êtes plus protégé par rien, en fait. Et donc, ces femmes, elles se retrouvent soumises totalement donc, à ces médecins, à ces faiseuses d'anges. Certaines sont bienveillantes, d'autres font ça pour l'argent et voilà, maltraitent les femmes. Donc, elles sont complètement... À qui voulez-vous qu'elles le racontent, ça ? Puisqu'elles sont dans l'illégalité, elles font peser sur elles et sur les gens qui les aident un risque judiciaire réel, d'amende, de peine d'emprisonnement, etc. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'on ne peut pas parler. On ne peut pas raconter ce qu'on vit. C'est ça aussi que veut dire la clandestinité. Et donc là, enfin, elle parle. Et je pense qu'elle parle aussi souvent, donc on l'a entendu, pour les générations d'après, mais aussi au nom de celles qui ne peuvent plus parler parce qu'elles y ont laissé leur peau et qui, en effet, sont mortes de ces avortements clandestins. Chiffres qu'on n'aura jamais, je le disais, mais histoire qu'on commence peu à peu à sortir du secret, à sortir du silence, parce que les avortements clandestins et les décès qui s'en suivaient, ce sont aussi des familles brisées, des enfants qui ont perdu leur mère. Il y en a dans le livre qui racontent qu'elles ne l'ont ou ils ne l'ont découvert que des années et des années plus tard, parce que c'était une honte, même après la mort. Il y avait ce secret. On disait qu'une opération s'était mal passée, qu'une appendicite avait mal tourné, voilà. Et en fait, c'était des avortements clandestins et les descendants, les enfants ne le découvrent que depuis là, quelques années. Donc, sortir les femmes du silence, c'est enfin pouvoir les écouter aujourd'hui pour celles qui racontent, mais c'est aussi pouvoir, nous, entendre ces histoires de secrets, de silence, de tabous, et donc revisiter aussi un passé et un dialogue entre les générations aujourd'hui. Oui, et alors quand on lit tous ces témoignages, on pense aussi aux femmes qui, devant cette situation, accouchaient d'enfants non désirés, qui se retrouvaient d'ailleurs souvent seules, filles-mères, rejetées, et qui avaient le poids, la charge d'un enfant non voulu, et qui ont vécu avec ça, avec y compris le silence. Oui, des origines, de la naissance de cet enfant. Alors, on voit un petit peu dans le film donc, de Sonia Gonzalez, qui a été créé avec l'historienne Bibia Pavard, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des luttes féministes et de l'avortement au sein de ces luttes féministes. On voit quelques images d'archives d'un truc que moi, j'avoue, je ne savais même pas que ça avait existé. Il y avait des maisons pour les filles-mères, c'est-à-dire que ces filles-mères qui étaient des toutes jeunes femmes qui n'avaient pas pu avorter et qui donc se retrouvaient enceintes sans père ou sans pouvoir prévenir le père ou le père ayant déserté. C'était une telle honte dans la société que d'accoucher et d'élever seul un petit bébé, qu'il y avait des institutions qui les accueillaient pour la fin de leur grossesse, leur accouchement et les premiers mois de vie de leur bébé. Et ainsi, elles étaient mises à part, en fait, parce que, il y avait encore une fois le poids de la honte. Donc ça, c'est les filles-mères. En effet, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet très intéressant parce que, combien d'enfants sont nés sans désir d'enfant ou parfois de manière plus dramatique et dans des conditions sociales plus dures, sans possibilité matérielle d'accueillir un enfant comme on voudrait pouvoir l'accueillir. Oui, et sans les responsabilités des pères, dans une société où les femmes devaient assumer seules la maternité. Oui, et puis d'ailleurs, c'est le cas aussi pour les avortements. Bien souvent, alors encore une fois, attention, c'est comme pour les médecins, faut garder le sens de la nuance, et je pense que c'est ce que ce livre aussi essaye de faire en faisant aussi une place aux hommes, parce que je pense que c'est important aujourd'hui que cette histoire devienne une histoire qu'on a en commun aussi, en partage. Malheureusement, la majorité des femmes qui avortaient dans la clandestinité se retrouvaient seules, c'est-à-dire sans le mari, sans le partenaire, sans l'homme, sans le géniteur, comme il est parfois appelé, qui ne les accompagnait pas. Voilà, sauf exception, il y a aussi des couples qui ont témoigné ensemble dans cette collecte, mais la plupart du temps, la femme était seule face à cette
épreuve, face à ce silence, face à ce secret, face à ces difficultés physiques aussi, financières, parce qu'il fallait payer l'avortement clandestin. Et d'ailleurs, on peut aussi rappeler que la loi Veil de 1975 ne prévoyait pas encore le remboursement par la sécurité sociale qui va arriver bien plus tard. Ouais. Donc cette question de l'argent, de la solitude des femmes aussi sur le plan financier, elle est importante dans l'histoire de l'avortement jusqu'à aujourd'hui. Mais au fond, vous diriez que ce livre-là, il suffit d'écouter les femmes, qui est poignant sur les témoignages poignants chez Flammarion, avec l'Institut national de l'audiovisuel. C'est important aussi pour dire aux générations futures, regardez ces femmes, regardez d'où on vient et soyez vigilants. Oui, exactement. Je pense que ce sont des femmes qui ont entre 70 ans et 100 ans, la plus âgée à 100 ans. Donc ce sont des femmes qui parlent souvent pour la première fois de ce qui leur est arrivé. Et elles s'adressent, elles le disent d'ailleurs, très souvent, elles disent qu'elles le font pour leur petite fille. Ça saute d'ailleurs une génération, c'est-à-dire que c'est difficile d'en parler avec leurs propres enfants, mais par contre, elles le font pour leurs petits-enfants, dans ce souci d'une mémoire de femmes, en fait, d'une solidarité aussi entre les femmes qui existait déjà à l'époque, mais qui doit se poursuivre entre les générations. Et aujourd'hui, vous le savez, on le sait, le droit et l'accès à l'avortement sont très menacés à l'échelle mondiale. Et je pense que ça a énormément de sens de lire ces histoires-là aujourd'hui, pas seulement comme un document historique, c'est un document historique qui raconte comment les femmes vivaient leur sexualité dans les 30 Glorieuses. Mais c'est plus qu'un document historique parce que ça nous dit ce que ça veut dire la clandestinité. Quand l'avortement n'est plus dans la loi, quand les femmes ne sont plus protégées par la loi, voilà ce qu'elles se retrouvent à vivre. Et donc, attention, en effet, il y a vraiment cette notion de vigilance. Soyons attentifs et attentives à ce que la clandestinité peut vouloir dire de risque pour les femmes et donc pour la société tout entière, je pense. Merci beaucoup, Léa Weinstein. Il suffit d'écouter les femmes, et publié chez Flammarion avec Lina, l'avortement clandestin par celles qui l'ont vécu. Ce sont des témoignages absolument poignants. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Merci.